Bonjour à tous. Donc, la table ronde Mieux connaître la prise en charge des TCA et trajectoire des soins en Alsace est démarrée. Cette table ronde est organisée dans le cadre de la journée mondiale TCA qui est organisée par la Fédération française anorexie-boulimie. Aujourd'hui, en France, et porté par la Fédération française anorexie et boulimie, ont lieu un certain nombre d'interventions. L'enjeu étant de sensibiliser les publics, les professionnels de santé et les publics sensibilisés à ces questions-là. Et donc nous avons organisé pour cet après-midi cette table ronde où nous allons nous organiser en plusieurs phases. Mais avant de commencer, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes autour de cette table. Merci pour votre engagement et votre présence aujourd'hui. Voilà, donc pour commencer cette première partie, je passe la parole pour la prise en charge pédiatrique et pédopsychiatrique à Romain Coutel, puis à Laurent Cross. Je suis Romain Coutel, je suis pédopsychiatre, praticien hospitalier et actuellement senior sur l'unité d'hospitalisation ESKIF, qui fait partie du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc j'assure la seniorisation avec le docteur Morgan Fatt. Donc c'est une unité de 12 lits et classiquement on peut dire qu'on a un tiers, un quart des lits qui sont occupés par des patientes ou patients présentant un trouble du comportement alimentaire. Donc il faut situer notre intervention dans les suites classiquement d'hospitalisation en pédiatrie qui visent à d'abord stabiliser les adolescents que l'on reçoit. Et ensuite, en aval, l'idée c'est vraiment d'organiser la suite de l'hospitalisation à travers les ressources du service, mais aussi des secteurs avoisinants comme les CMP adolescents, les centres médico-psychologiques adolescents. L'idée, bien sûr, c'est surtout de ne pas se limiter à une vision psychiatrique, mais bien d'intégrer dans les suites la place du médecin traitant et ou du pédiatre libéral. Donc je voulais vraiment insister dans cette présentation succincte que pour nous, vraiment, l'hospitalisation en pédopsychiatrie, c'est un temps de prise en charge spécifique, adapté aux situations les plus sévères, mais que ce n'est pas en soi la solution. C'est un temps pour répondre aux situations les plus critiques, les plus complexes, et un temps qui, vous l'avez compris, associe une part psychiatrique et somatique que je vais laisser développer par Laurent Cross. Je suis un peu le pédiatre de liaison comme le pédopsychiatre de liaison peut l'être en milieu de soins somatiques. La prise en charge somatique se fait bien évidemment en étroite collaboration avec les différents services de pédiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'interviens maintenant depuis une vingtaine d'années au sein du pavillon ESKIF auprès des adolescents présentant un trouble du comportement alimentaire, soit, comme l'a dit le docteur Coutel, après une hospitalisation en pédiatrie. Souvent ils sont hospitalisés en pédiatrie pour une espèce de réanimation nutritionnelle parce que leur état somatique est trop dégradé pour pouvoir permettre une hospitalisation en pédopsychiatrie, soit pour des enfants qui sont directement admis en pédopsychiatrie, adressés par leur psychiatre ou leur médecin traitant. Et je m'attache à suivre à ce moment-là leur état nutritionnel, voir s'il y a des conséquences de leur dénutrition et de faire un bilan étiologique pour voir un petit peu s'il y a une pathologie somatique sous-jacente. L'aspect purement nutritionnel de la prise en charge en pédopsychiatrie est assuré essentiellement par l'équipe de diététiciennes des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui assure une part prépondérante dans la prise en charge des adolescents et adolescentes qui y sont hospitalisés. De par ma pratique mixte, libérale et hospitalière, j'assure aussi un suivi en libéral d'un certain nombre d'adolescentes qui ont quitté le service quand elles sont du secteur de là où j'exerce. Voilà, c'est une possibilité, c'est faisable, c'est relativement chronophage et en tout cas quand j'assure la prise en charge, je m'assure qu'il y ait toujours une prise en charge bicéphale avec un côté somatique et un côté psychiatrique ou pédopsychiatrique comme le disait le docteur Coutel. Donc, moi je suis Pascal Guingamp, je suis psychiatre addictologue, responsable de Libertad, qui est le centre thérapeutique addictologique des hôpitaux civils de Colmar. Je suis également président d'ARTA, qui est le réseau anorexie-boulimie pour l'Alsace.
Alors, comme nous sommes le seul service de psychiatrie adulte du Haut-Rhin à prendre en charge les TCA, Libertad et l'unité hospitalière psychiatrie addiction qui lui est rattachée est devenu depuis une dizaine d'années le centre de référence TCA du département, plus exactement des 2 territoires de santé du sud de l'Alsace, donc qui vont de Célestat-Aubernais, jusqu'à la frontière suisse et le nord de la Franche-Comté, enfin jusqu'à Belfort en tout cas. Alors, l'orientation de Colmar est une orientation addictologique selon un modèle mis en place à Nantes dans les années 90. Donc, addiction avec produits, donc les drogues, l'alcool, addiction sans produits, donc les addictions comportementales, dont les troubles alimentaires, que ce soit dans le sens de l'excès, la boulimie ou l'hyperphagie compulsive, ou dans le sens de la restriction, donc l'anorexie mentale. L'autre orientation forte de l'équipe de Colmar sont les prises en charge familiales qu'on met en place de façon quasiment systématique, selon le modèle de l'école de Palo Alto, les approches dites systémiques. En fait, on travaille sur la communication dans la famille. Et en particulier sur ce système communicationnel très précocement autour des symptômes mis en danger par l'anxiété, l'angoisse que génère le fait qu'un enfant mineur ou majeur, pour pouvoir vivre, se laisse mourir de faim. De façon générique pour l'espèce humaine, c'est une angoisse extrêmement forte, et donc il faut absolument soutenir les familles. C'est notre idée dans nos approches familiales, et c'est l'idée également des groupes de parole pour parents d'ARTA dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'approche addictologique est utile en complément des approches nutritionnelles et des approches plus classiquement psychiatriques. Elle permet de mieux comprendre et d'accompagner des parcours, en particulier dans la boulimie, dans lesquels il y a dans l'histoire de vie d'autres addictions. Il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir des abus médicamenteux, par exemple. On s'aperçoit que plus on avance en âge, plus ce modèle, cette approche, cette orientation, cette porte d'entrée addictologique est pertinente pour des gens qui disent « Moi, je ne peux plus continuer comme ça, mais je ne sais pas comment faire. Aidez-moi ». Donc il y a vraiment une demande, et puis avec cette ambivalence qu'on a dans toutes les addictions, j'ai envie et j'ai pas envie en même temps. Hein, y compris donc pour des anorexiques très maigres, comme on le sait tous, qui peuvent rester des années autour de 30 kilos, voire moins, ou des personnes piégées par la boulimie dont toutes les soirées et une partie des nuits sont utilisées pour des crises à n'en plus finir, et le lendemain, elles peuvent avoir des postes de responsabilité professionnelle très importants, par exemple. Donc ces profils-là vont, je dirais, être plus naturellement attirés par cette porte d'entrée, et je trouve que là, dans notre expérience, la réponse, l'approche, l'accompagnement addictologique est très pertinent par rapport à cet âge-là. Plus on avance en âge, voilà, plus c'est intéressant d'avoir une approche véritablement centrée sur la confiance et l'alliance thérapeutique. Je suis un des praticiens hospitaliers. Donc le service de psychiatrie d'adultes, en particulier le service de psychiatrie 2, dont le chef de service est le professeur Gilles Berchi, il a commencé à accueillir les patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires il y a plus de 20 ans. Et c'est par des choix volontaires et engagés, dont notamment est née l'association ARTA, qui sera présentée plus explicitement tout à l'heure, que des soins ont été progressivement développés. D'abord, selon les principes de la prise en charge bifocale, chère aux pédopsychiatres français. Et puis, la dynamique des soins, c'est de plus en plus orienté selon les principes qui fait intervenir plusieurs professionnels de santé de manière coordonnée autour des patients qui ont des troubles des conduites alimentaires. Donc, dans notre service, le projet de soins pour les patients, il est préparé avec chacun, avec chacune, et il peut comporter des phases ambulatoires et des phases hospitalières. Donc on va pouvoir élaborer un projet qui va comporter des soins individuels, et parmi ces soins individuels, le suivi diététique et nutritionnel individualisé a une valeur assez importante pour les patients. Ça fait un ancrage très important du côté de la symptomatologie alimentaire. On y propose aussi des soins en groupe avec des prises en charge groupales, et ça c'est quelque chose de très étayant pour les patients d'être accueillis dans des prises en charge de groupe qui sont souvent réalisées en binôme soignant, par exemple avec un binôme psychologue soignant ou avec la psychologue et la kinésithérapeute qui assurent des prises en charge duelles pour les approches psychocorporelles.
Dans ce projet de soins, bien évidemment, il y a une place très importante à la question de la psychothérapie. Psychothérapie individuelle qui souvent se fait à un rythme qui est quand même distinct par rapport aux soins hospitaliers, dont les enjeux peuvent aller bien au-delà de la phase hospitalière des troubles, et ce suivi psychothérapique peut être réalisé de façon plus extérieure à la dynamique institutionnelle en faisant intervenir par exemple des psychothérapeutes, psychiatres ou psychologues en ville notamment. Voilà, donc dans notre service sont proposés aux patients majeurs qui présentent des troubles des conduites alimentaires des consultations initiales ou de suivi qui se font sur rendez-vous. On propose aussi des entretiens familiaux pour les jeunes adultes au sens large. La majorité ont entre 18 et 25 ans, mais il n'est pas rare non plus que parfois on propose encore des entretiens familiaux au-delà dans la tranche d'âge 25-30 ans. Donc on propose des prises en soins en hôpital de jour avec ces soins individuels et ces groupes thérapeutiques spécifiques. Et ces soins en hospitalisation de jour peuvent se faire en complément à un suivi par un médecin en ville ou par un autre établissement. Et il y a le temps des hospitalisations qui sont proposées. Et pour cela, le médecin ou le psychiatre traitant peut prendre contact. En pratique, c'est moi qui réponds aux sollicitations des médecins de ville pour discuter de la situation et recevoir les personnes. J'en parlerai tout à l'heure. Et le projet de soins sera systématiquement préparé en amont de l'hospitalisation. Je parlerai davantage de la réflexion qui concerne les soins dans mon intervention de plus tard. Et je propose de vous passer la parole pour les situations prises en charge en service de nutrition. Les prises de contact sont généralement, je dirais, assez directes et rapides. C'est des médecins, notamment des médecins traitants, voire des psychiatres qui nous sollicitent, l'équipe. On consulte, on voit les patients avant l'hospitalisation pour leur présenter le projet thérapeutique et notamment le soutien nutritionnel qui pose souvent des gros problèmes à ces patients et à ces patientes. Et bien sûr, on n'envisage l'hospitalisation que si le projet thérapeutique est préalablement accepté par les patientes et la famille. Et parmi ceux-là, il y a souvent la nutrition artificielle par la mise en place d'une sonde nasogastrique. Alors, le profil des patients, et bien sûr, ce sont des patients dénutris, souvent des adolescents, mais plutôt adolescents âgés, donc voire jeunes adultes, mais aussi des anorexies psychogènes, graves bien sûr, puisqu'elles s'accompagnent de dénutrition, et qui concernent des patients plus âgés, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors ça peut être des anorexies mentales vieillies, mais ça peut être aussi d'autres anorexies psychogènes, comme des dépressions graves, on en a régulièrement, des patients psychotiques en crise, on en a aussi régulièrement, notamment chez les jeunes hommes, et on a beaucoup moins de patients qui n'ont pas de tas nutritionnel dégradé, autrement dit qui auraient des troubles psychiatriques qui seraient au premier plan. Alors bien sûr, le problème nutritionnel est au premier plan et ils ont souvent, je dirais même très souvent, une prise en charge nutritionnelle plus ou moins intensive, et notamment avec la nutrition artificielle, nutrition entérale. J'en reparlerai tout à l'heure et Vincent Fronta pourra en faire état aussi. Nous avons des réunions hebdomadaires de discussion entre somaticiens et psychiatres pour parler, pour revoir la situation du ou de la patiente ainsi que les modalités de sa prise en charge, qu'elles soient nutritionnelles ou psychiatriques, et notamment de poser éventuellement l'opportunité de mettre en place un traitement psychotrope quand c'est nécessaire. L'hospitalisation dure un certain temps, souvent long, en tout cas pour des services de somatique, ce sont des hospitalisations longues, au moins un mois, parfois plus. On a mis en place, je dirais il y a un petit peu moins de 10 ans, une filière avec le centre des Trois Épis, avec le docteur Leroy à l'heure actuelle, mais sa prédécessrice, on dit comme ça, donc, et puis Pascal Guingamp, que j'avais sollicité
pour étayer l'équipe des 3 épis, où donc dans ce centre, eh bien, on peut continuer, après l'hospitalisation aiguë, la double prise en charge psychiatrique et nutritionnelle, parce que souvent ces patientes, parce que c'est souvent un public féminin, partent avec une sonde nasogastrique et une nutrition entérale, et une des problématiques du SSR, ça va être de savoir si on peut sevrer ces patients, dans quel délai, et après organiser le retour à domicile, mais je ne vais pas parler à la place de Thomas Leroy. Et en post-hospitalisation, en dehors du transfert en SSR, il y a certains patients qui repartent directement à domicile, et on essaie d'organiser un suivi ambulatoire, que ce soit bien sûr nutritionnel, mais également psychiatrique, qui peut être assuré soit par Vincent Fonta, soit par des psychiatres, je dirais, de ville. Et on est toujours à la recherche, en fonction des endroits où habitent les patients, de psychiatres qui aient la compétence et l'appétence pour prendre en charge ces patients. Et ce n'est pas toujours facile à organiser. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour mon rôle de somaticien et je dirais de ce qu'on fait dans l'unité de nutrition thérapeutique. Depuis 2013, on prend en charge, en collaboration avec le docteur Guingamp, les patients souffrant de TCA et en particulier les patients atteints d'anorexie mentale. On a 6 ABD qui sont consacrés à cette activité. C'est une activité qui repose sur 2 modes d'entrée principaux, soit les sorties d'hospitalisation aiguë, avec une relation toute particulière avec le service de médecine interne et de nutrition de Haute-Pierre, mais aussi en hospitalisation directe, avec des objectifs de prise en charge qui sont négociés soit avec le médecin nutritionniste, soit avec le psychiatre. Et dans ce contexte-là, on a un recrutement qui est plus sur le sud de l'Alsace, Célestat, Colmar, Mulhouse, voire même jusque Belfort. Ces prises en charge, elles sont justement à l'interface entre la prise en charge psychothérapeutique et la prise en charge somatique, dans une situation où les besoins du patient sont à peu près équivalents dans les 2 domaines. Soit il sort de nutrition aiguë et la psychothérapie ne pouvait pas être efficace auparavant, parce que des problèmes somatiques prenaient le dessus, soit les problèmes psychothérapiques étaient trop importants et l'aspect nutritionnel ne pouvait être pris en compte. Nous proposons justement une structure où on essaye de faire l'équilibre entre les 2 besoins du patient, et c'est pour ça qu'on a une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur ces 2 aspects, avec comme mission principale pour nous de chercher une relation de confiance avec le patient pour qu'il adhère aux soins, elle adhère aux soins, elle se projette dans sa prise en charge et qu'elle organise un retour dans une situation plus normale à domicile. Cette équipe, elle est constituée donc d'un psychiatre, Pascal Guingamp, de moi-même, médecin nutritionniste. On assure la prise en charge médicale du patient, on s'assure qu'il n'y ait pas de dégradation ni de l'état psychologique ni de l'état somatique. Et à l'instar de ce que l'on fait sur l'obésité, on travaille selon un modèle d'éducation thérapeutique qui implique énormément les infirmières, puisque celles-ci participent à l'élaboration du projet de prise en charge avec la patiente quand elle arrive, en déterminant des objectifs très concrets de prise en charge et qui vont s'inscrire dans son retour à domicile. Des diététiciennes, bien entendu, participent à la renutrition, à la diversification alimentaire, à la décision ou non d'interrompre une nutrition artificielle. Et puis, tout un travail sur l'image corporelle est assuré par une éducatrice en activité physique adaptée et une psychomotricienne. Enfin, en complément de la prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique, une psychologue, une hypnothérapeute et une art-thérapeute participent à la prise en charge, ce qui permet d'avoir un suivi psychothérapique tout au long du séjour et pluri-hebdomadaire, ce qui est parfois difficile dans les services de nutrition. Et comme on s'intéresse aussi à l'aspect social, toutes nos patientes sont prises en charge par une assistante sociale dans le but de trouver un débouché professionnel ou des solutions de logement dans des situations où ces éléments-là sont très importants et ralentissent la prise en charge.
Au final, on assure aussi sur le territoire de Colmar une consultation de suivi nutritionnel en collaboration avec Libertad pour que ces patientes, une fois rentrées à domicile, continuent de bénéficier d'un suivi bicéphale, psychiatrique et nutritionnel. Et on essaye d'orienter, comme le professeur Palignac, les patients qui viennent des autres secteurs vers des psychiatres et des nutritionnistes ou des médecins intéressés par la spécialité, ce qui, pour l'instant, nous met encore en difficulté. Je vous remercie. Vous avez proposé la transition vers Anne-Sophie Ritter, qui est psychiatre et pédopsychiatre à Strasbourg et qui est vice-présidente de l'association des psychiatres libéraux l'Appel à Strasbourg. Donc Anne-Sophie, si tu veux bien prendre la parole. Oui. Du coup, en amont des structures de soins, nous recevons en psychiatrie libérale pour des premières consultations des patients, ou plus souvent des patientes d'ailleurs aussi, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Ils peuvent consulter directement pour ce motif, alors soit d'eux-mêmes, seuls ou avec leur famille, si c'est des adolescents, voire des enfants, hein, puisqu'on en a aussi, ou sont adressés par leur médecin traitant, pédiatre ou autres praticiens. Mais c'est aussi parfois au décours de consultations pour d'autres problématiques psychiques qu'ils vont révéler sur ce trouble alimentaire qui jusque-là, ils le gardaient complètement caché en eux-mêmes. Oui, parce qu'en fait, il s'agit alors de leur permettre d'exprimer leurs difficultés, car comme je l'ai dit, souvent ils le vivent de façon cachée, voire honteuse, ou en fait dans le déni pour l'anorexie mentale notamment. Donc la consultation propose un espace de parole, une prise en compte de la symptomatologie et de la souffrance ressentie, et permet d'en évaluer l'importance. Mais il est aussi essentiel de tenir compte du contexte psychologique, psychique global, et du moment dans lequel s'inscrivent ces troubles. Et en effet, parce qu'il peut correspondre à différentes structures psychiques, et ça c'est important aussi de ne pas, qu'ils ne se sentent pas enfermés dans leurs symptômes. Mais vu la complexité et la symptomatologie des troubles du comportement alimentaire, le suivi psychiatrique individuel libéral nécessite parfois d'être complété par d'autres prises en charge. Que ce soit par des médecins somaticiens, car effectivement le corps est aussi important à prendre en compte, et parfois ils le négligent totalement. Et c'est parfois à nous de faire le lien du coup avec les somaticiens. Des thérapeutes familiaux aussi, parce que du coup, effectivement, surtout pour les adolescents, et au besoin d'adresser à d'autres structures ou à des structures institutionnelles, et tout en poursuivant parfois le suivi libéral. Tous ces aspects montrent l'importance de connaître le réseau, donc voilà, d'être là, et de proposer un travail en lien. Par ailleurs, en aval aussi des soins en structure, les psychiatres libéraux peuvent également recevoir des patients souffrant de troubles alimentaires après une prise en charge institutionnelle. Il s'agit alors de poursuivre le suivi psychiatrique en ambulatoire à plus ou moins long terme, selon la problématique. Donc voilà, une table ronde comme aujourd'hui permet de mieux se connaître, surtout qu'en libéral, parfois on est un peu plus isolés les uns des autres, et d'assurer une continuité de soins et d'améliorer les échanges entre secteur libéral et institutionnel. Merci. Je passe la parole à Madame Corrales, qui est membre du bureau de ARTA. Vous allez nous présenter tout ce que peut faire ARTA dans cette problématique. Donc, bonjour, donc moi je suis maman d'une jeune femme qui a souffert d'anorexie mais qui est guérie aujourd'hui. Donc l'ARTA en fait est une association que j'imagine que vous connaissez tous, qui a été créée en 1999 par la volonté de professionnels et de parents pour justement mettre en réseau un peu toutes les thérapies existantes et aider aussi les familles à s'y retrouver. Parce que je peux vous dire qu'on est vraiment perdus. Donc les actions de l'ARTA, donc essentiellement aujourd'hui, moi je parle au nom des parents et un peu moins des patients, parce que je ne suis pas patiente, qui bénéficient des groupes de parole. Il faut savoir que ces groupes de parole sont franchement primordiaux pour les familles, parce que déjà c'est un lieu d'échange bienveillant qui nous permet d'échanger avec des personnes qui vivent le même désarroi que nous, qui sont complètement paumées, qui s'isolent, en même temps que le patient s'isole de ses amis par sa maladie, la famille s'isole aussi. Donc c'est une vraie spirale. C'est une bouffée d'oxygène parce que ça nous permet aussi de sortir du yaka-faucon des amis, des collègues, de la famille. Elle a qu'à manger, il a qu'à faire ci.
de sortir de la spirale de la culpabilité, parce qu'en tant que parent, on culpabilise énormément de voir son enfant se laisser mourir de faim. Et pour les malades, c'est aussi souvent, surtout pour les malades majeurs qui refusent de se faire soigner, une première porte d'entrée aux soins. Ça leur permet de commencer à réaliser et d'aller vers les soins. Pour eux, c'est aussi un lieu d'échange. Donc je dirais que ces groupes, pour nous, c'est un vrai accompagnement thérapeutique des familles. C'est même vital, c'est une bouée de sauvetage pour nous éviter de sombrer avec le malade. Sinon, on sombre tous, et là, je peux vous dire que le malade, il s'en sort pas. Et on pense que ça devrait être systématiquement proposé par le corps médical qui suit les patients, d'en parler à toutes les familles, qui sont surtout quand il y a des adolescents mineurs qui viennent avec leurs parents, parce que c'est un complément aux autres thérapeutiques, et pour nous, pour l'entourage, c'est souvent le seul accompagnement qui nous est dédié à nous et à ce qu'on ressent, et qui nous aide aussi après à recréer du lien familial et à éviter d'avoir des réactions qui sont toxiques pour le patient au lieu de les aider. Je vous passe la parole, Monsieur Fortin, pour nous donner votre point de vue en tant que représentant de l'ARS. Oui, Vincent Fortin, je suis donc le référent santé mentale auprès de la direction de l'offre sanitaire de l'ARS Grand Est. J'avais préparé quelques petits rappels, mais qui pour vous sont largement redites, vous les professionnels, mais j'avais fait une mini-synthèse des recommandations de l'HAS qui alertent sur les risques, les risques potentiellement graves de ces troubles du comportement alimentaire, et qui mettaient en avant la nécessité d'une approche pluridisciplinaire pour aborder ce que vous venez de décrire. Donc là, je peux que constater que vous êtes en phase, et pourquoi ça serait le contraire, mais sur la dimension nutritionnelle, somatique, psychologique et familiale, et d'articuler avec les différents professionnels. Et là, on a le champ du libéral, le champ plus sanitaire, le profil enfant, l'accompagnement somatique. Donc voilà, je retrouve ce que j'étais allé un petit peu prospecter pour avoir un petit peu mes petites bases dans ce que vous venez de décrire. Pour être un petit peu plus proche au niveau de la Meurthe-et-Moselle, de par mon site géographique et des échanges que j'ai pu avoir avec des professionnels, j'ai retrouvé un petit peu l'unité de nutrition du CHU de Nancy. Alors après, j'ai pas la vision que vous avez bien décrite, toute l'articulation que vous faites aussi bien avec les professionnels libéraux et les professionnels qui ont une activité mixte et qui est plutôt à souligner, et qui à mon avis apporte les bénéfices que vous avez évoqués, et qui travaille en collaboration avec les professionnels de la psychiatrie. J'ai bien retrouvé ce que je suis allé rechercher, à la fois qu'on retrouve comme élément dans le cahier des charges de l'instruction, mais à la fois dans les recommandations de l'HAS. Ce que vous m'avez décrit est plutôt à saluer sur toute cette dynamique de collaboration et de partenariat.